Bon, écoutez, si vous permettez, je pense qu'on va commencer. Aujourd'hui, c'est une conférence un petit peu différente de celle auxquelles vous êtes habitués. D'abord, je voudrais dire bienvenue à la République démocratique du Congo, Kinshasa, qui sont là. Nous avons aussi Dakar au Sénégal. Les gens ne sont pas encore dans la salle, mais ils vont arriver bientôt. Zouer est en ligne. Yann, es-tu d'accord pour que la conférence soit enregistrée? Absolument, aucun problème. D'accord, donc Yann s'occupe d'enregistrer la conférence et puis elle va être disponible. Je t'enverrai les coordonnées, Yann, sur le site de l'espace francophone de pneumologie. Après ça, bonjour à Madagascar qui est là. Je vois Madagascar avec une salle qui est bondée de gens. Donc, félicitations aux gens de Madagascar. Je vois aussi Conakry. Je reconnais la salle de Conakry. Donc, Conakry, bienvenue. Étienne à Paris et moi à Québec. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir le docteur Yann Joly. Comme je disais tantôt, c'est une conférence un petit peu différente du genre auquel vous êtes habitués. Yann est un avocat. Yann est un spécialiste, je dirais, de la connaissance scientifique à l'interface du droit et de la santé, avec comme pont entre les deux la bioéthique. C'est aussi un spécialiste du consentement, ce qu'on appelle le consentement éclairé. Et j'ai vu Yann présenter à de multiples reprises sur différents thèmes. Et tous ces thèmes-là étaient reliés par la médecine personnalisée. Donc, Yann est le directeur du Centre de génomique et de politique à l'Université McGill. Il est professeur agrégé au département de médecine, au département de génétique humaine et aussi au département de bioéthique de l'Université McGill. Donc, je suis très heureux de t'avoir avec nous, cher ami, et sans plus tarder, parce que à 10h15, Yann a un rendez-vous très important. Donc, je laisse la parole à Yann, et puis bienvenue à tous. Merci beaucoup. Une dernière chose, fermez vos micros, s'il vous plaît, sauf Yann, tout le monde, on ferme les micros pour éviter le retour de son. Merci beaucoup de votre invitation, professeur Tremblay-Lemarié. Je suis très honoré d'avoir cette opportunité de présenter dans l'africaine sur le thème de la médecine personnalisée et du consentement éclairé. Ma présentation devrait durer aux alentours d'une heure, peut-être un tout petit peu moins. J'ai effectivement une étudiante au doctorat qui a un comité de thèse juste après, qui est très nerveuse, mais je veux certainement prendre le temps qu'il faut pour qu'on parle de ces sujets intéressants. Donc, aperçu de la présentation, je vais d'abord vous parler un peu de ce qu'on veut dire par médecine personnalisée. Je suis sûr que vous avez tous une très bonne idée de ce qu'on veut dire, mais peut-être pas la même exactement. Des fois, médecine personnalisée, c'est une expression qu'on utilise à plusieurs sauces. Et donc, on va essayer de se trouver une définition qui est assez large et englobante pour être intéressante pour la présentation. On va aussi mettre quelques éléments chronologiques, historiques par rapport au consentement éclairé de l'avant. On va parler finalement des raisons pourquoi le consentement éclairé est un enjeu dans le domaine de la médecine de précision ou la médecine personnalisée. Et on va parler effectivement aussi de la question tout à fait d'actualité des biobanques. Et on va finalement terminer avec les modèles de consentement en émergence. Donc, des nouveaux modèles de consentement. On a vraiment un sentiment que le consentement tel que défini, tel qu'utilisé de façon un peu traditionnelle, du moins, je dirais en Europe et en Amérique du Nord, ne répond plus vraiment aux besoins de la recherche contemporaine, que ce soit de la médecine personnalisée, même à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a d'autres qu'on parle de consentement à l'acte médical ou de consentement à la recherche médicale? On a commencé à en parler avec le siècle des Lumières. Bon, effectivement, les principes kantiens parlant que chacun possède son propre corps, que les individus
doivent être perçus non pas comme un moyen, mais comme une fin en eux-mêmes. Tout ça militait vers effectivement la reconnaissance d'un droit à l'autonomie qui s'est implémenté seulement plusieurs siècles plus tard, au début du 20e siècle. C'est là où vraiment, de façon beaucoup plus systématique, on a commencé à exiger le consentement dans le domaine médical. On voit au début du 20e siècle, en common law, donc en droit anglais et en droit civil, qu'on commence à voir des médecins sanctionnés pour avoir fait des interventions médicales sur des patients sans avoir recherché leur consentement avant. Et à ce moment-là, on parle toujours pas de recherche. Il y a des lignes directrices qui parlent du consentement en recherche, mais ne sont pas suivies de façon généralisée par les chercheurs. De façon intéressante, les premières lignes directrices sur la recherche médicale viennent d'Allemagne. On se doute de ce qui va arriver en Allemagne au milieu du siècle, donc on sait que ces lignes-là n'ont certainement pas été suivies de très près par leurs confrères. Pourquoi le consentement? Donc on a parlé de l'importance de l'autonomie. C'est une façon pour les gens de s'exprimer, pour le patient de s'exprimer. On sait que la médecine est un domaine qui traditionnellement était beaucoup plus paternaliste. Le médecin traditionnellement savait ce qu'il y avait de mieux à faire pour le patient et le patient avait un rôle assez passif dans l'équation. Mais justement, avec le 20e siècle, on voit le pendule aller beaucoup plus du côté de l'autonomie et au 21e siècle, on parle de plus en plus du patient partenaire. Donc, on voit même le patient comme un partenaire à l'acte médical qui a un rôle beaucoup plus actif. On parle aussi de plus en plus en recherche de ce qu'on appelle la science citoyenne, où on voit des gens partir leur propre projet de recherche parce qu'ils trouvent que, bon, par exemple, dans le domaine des maladies rares, qu'il n'y a pas assez de recherche faite pour une condition qui affecte quelqu'un dans leur famille, ah ben, on va commencer à bâtir une biobanque, on va faire du networking avec d'autres personnes qui sont atteintes de la même maladie. Donc, on voit vraiment les patients commencer d'eux-mêmes un projet de recherche ou du moins mettre l'infrastructure sur pied pour que ce projet se réalise. Et aussi, effectivement, le droit à l'inviolabilité ou à l'intégrité. Ça, on en a parlé beaucoup quand on a, et vous allez le voir dans la prochaine diapo, là, quand on a parlé des recherches médicales interventionnelles qui ont été faites sur des prisonniers sans leur consentement. Bon, donc là, on a compris que c'était extrêmement problématique, surtout des recherches qui physiquement pouvaient être très intrusives. Donc là, il y avait une atteinte au droit à l'inviolabilité ou à l'intégrité de la personne. Et encore là, avec le développement au cours du siècle, on parle maintenant non seulement d'intégrité physique, mais aussi de plus en plus d'intégrité psychosociale. Donc, on ne peut pas penser, par exemple, au bris de confidentialité dans le domaine médical ou dans le domaine de la recherche, qui est perçu comme une atteinte à ce moment-là à l'intégrité psychologique. J'ai parlé un peu de la recherche, seulement pour dire que dans ce domaine-là, ça a bougé plus tranquillement. On a dû attendre le milieu du siècle pour voir vraiment des développements, et c'est des événements malheureux qui ont un peu précipité les choses. On connaît tous l'histoire malheureuse des prisonniers de guerre allemands, juifs et non-juifs, sur lesquels se sont fait de nombreuses expérimentations sans leur consentement pendant la Deuxième Guerre mondiale. On voit par exemple sur la photo ici qui est avec ma diapo, une personne, bon, ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on leur infligeait des blessures, on mettait même certaines choses sur les blessures, de la rouille, des éléments comme ça pour s'assurer que ça s'infecte et que ça devienne plus dangereux pour ensuite tester différents médicaments pour essayer de réparer les plaies. Donc, on peut comprendre pourquoi ce genre de recherche-là arrive en conflit
avec l'éthique et avec les droits de l'homme. C'est assez clair. Ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il n'y avait pas que les Allemands qui faisaient ce genre de choses-là. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais aussi ont fait de nombreuses expérimentations de ce type-là, en Chine entre autres. Et ensuite, on a adopté donc le fameux code de Nuremberg parce que quand on a voulu tenir ces médecins nazis et japonais responsables, ben, il nous fallait un instrument juridique et on s'est rendu compte qu'on n'en avait pas pour juger de la pratique en recherche de ces médecins. Donc, on a développé le code de Nuremberg en 1947. Malheureusement, on s'est rendu compte, presque 20 ans plus tard, il y a des articles qui ont été publiés dans des journaux scientifiques de très bonne catégorie pour avertir que ces pratiques de recherche non éthiques continuaient de se passer et continuaient non seulement dans d'autres pays, mais aux États-Unis aussi. Les Américains eux-mêmes avaient des problèmes. On parle par exemple de la recherche Tuskegee où on a étudié une population noire américaine pour la syphilis et on avait certains médicaments qu'on ne leur a pas donnés, on ne les a pas non plus avertis vraiment des objectifs de la recherche, on a observé cette recherche pendant des années sans intervenir et en laissant des gens donc souffrir de cette terrible maladie. Donc ça continuait. Il y avait aussi état de rendre dans les orphelinats aux États-Unis, etc. Donc, le problème n'était toujours pas réglé. On a commencé à se poser des questions et à dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? L'Association médicale mondiale a décidé d'adopter une déclaration. C'était intéressant, l'idée que les médecins pouvaient eux-mêmes s'auto-réguler. Et ça, c'est toujours intéressant pour un juriste comme moi, quand des ordres professionnels décident justement d'aller de l'avant. Et là, la déclaration d'Helsinki, ce qu'elle a de très intéressant, c'est que bien qu'elle ait été adoptée en 1964, elle est constamment mise à jour. Donc, le code de Nuremberg, lui, est devenu un peu désuet avec le temps. Il reflète moins la recherche qu'on voit de nos jours. La déclaration d'Helsinki, beaucoup plus à jour. Et c'est en général une déclaration qui est reconnue presque partout dans le monde comme étant un texte éthique de première importance pour réguler la recherche médicale. Ensuite, aux États-Unis, la prochaine étape a été de dire, bon, maintenant qu'on sait que l'éthique est importante en recherche, comment on peut implanter ça de façon plus systémique? Là, on a commencé à penser au développement des comités éthiques et de systèmes d'éthique qui seraient beaucoup plus appliqués, pratiques, concrets, qui pourraient être utilisés pour aider à revoir des projets de recherche. Et le rapport Belmont a donc vu le jour aux États-Unis en 1979, début de la théorie d'éthique qu'on appelle le principlisme, donc les fameux principes éthiques, la bienfaisance, la non-malfaisance, la justice et le respect de l'autonomie. Et donc, notre consentement éclairé fait toujours partie de ces textes. Maintenant qu'on a, et ne vous gênez pas pour m'interrompre si vous trouvez que je vais trop vite, qu'on a revu un peu les éléments essentiels du développement du consentement, on n'a pas encore vu les problèmes qu'il y avait avec ce consentement. Mais on est rendu à un endroit où on a un système. Dans l'éthique de la recherche, il est nécessaire d'avoir un consentement libre et éclairé pour faire de la recherche. Qu'est-ce que ça veut dire libre et éclairé? Libre, ça veut dire un consentement qui, évidemment, n'est pas obtenu par la contrainte, un consentement qui est donné volontairement par la personne. Éclairé, et c'est cette partie-là qui va devenir particulièrement complexe avec la recherche contemporaine, bien, ça veut dire un consentement qui est réellement informé. Un consentement où la personne a vraiment pu réfléchir aux enjeux de projet ou d'un acte médical à la lumière des tenants et aboutissants de cet acte ou de ce projet de recherche. C'est-à-dire quels sont les bénéfices, quels sont les risques très importants, quels sont les objectifs du projet, etc. Maintenant, parlons un peu de cette fameuse médecine personnalisée.
Et j'ai emprunté des images que mon collègue Yves va probablement reconnaître, puisqu'elles viennent d'une association qui s'appelle le Regroupement pour les soins de santé personnalisés au Québec, qui est notre association québécoise qui sert à promouvoir les soins de santé personnalisés. Ils ont fait quand même un bon travail pour mettre en image un peu ce qu'est la médecine personnalisée, ou en tout cas une vision quand même relativement large de cette médecine personnalisée. Donc là, on voit, je dirais, les composantes actives de cette médecine personnalisée. Donc, on voit en haut, en bleu, différents types de technologies qui sont pertinentes à arriver à cette médecine personnalisée. On comprend que ça se base entre autres sur la génétique, sur le profil génétique des individus, sur l'hérédité de la maladie et sur les particularités individuelles liées au profil génétique, qui sont rendues évidemment beaucoup plus accessibles à cause des nouvelles technologies de séquençage. On peut maintenant avoir la séquence du génome humain d'un individu, sa séquence complète, pour un coût inférieur à 1 000 $. Donc, ça devient de plus en plus accessible. Finalement, on a aussi de plus en plus de tests génétiques présents en clinique. On peut penser, par exemple, aux tests pour le gène du cancer du sein, qui testent pour les gènes BRCA1 et BRCA2, qui indiquent une prédisposition familiale beaucoup plus forte à développer des cancers du sein et de l'ovaire pour les femmes et des cancers même pour les hommes du sein. Donc, bref, on a toutes ces technologies-là qui aident. Évidemment, c'est quelque chose aussi, la médecine personnalisée, qui utilise énormément les technologies de l'information. On entend de plus en plus l'impératif, je dirais, dans l'hémisphère nord, et je serais très intéressé à savoir si on en parle autant en Afrique, un impératif d'échanger les données. Comme quoi les données médicales, que ce soit les données génétiques, mais les données médicales, comme quoi c'est impératif de les partager parce que ça rend la recherche beaucoup plus facile. On a un plus grand nombre de données sur lesquelles travailler, ce qui donne des résultats plus robustes. Aussi, on peut vérifier mieux comment les chercheurs ont travaillé. Donc, on peut valider et répéter le résultat plus rapidement. Donc, il y a beaucoup de bénéfices à tout ça. Dans le cadre des maladies rares aussi, c'est plus facile d'obtenir justement plusieurs cas de même maladie. Finalement, ça permet une interconnectivité des chercheurs, on sait, et des médecins. On sait que maintenant, on travaille rarement en isolation en médecine. De plus en plus, on parle du corps médical, de l'équipe médicale. Et donc, c'est pas seulement le médecin ou le chirurgien avec son patient, c'est toute une équipe qui comprend des stagiaires, des administrateurs, des infirmiers, infirmières, des conseillers en génétique, et des fois qui ne sont pas tous à la même location, localisés au même endroit. Donc, encore là, très pertinent l'interconnectivité. On parle souvent, pour résumer la médecine personnalisée, de la médecine des 4 P. On parle d'une médecine prédictive, préventive, personnalisée et participative. Prédictive, on veut passer justement à la prévention. On veut de plus en plus s'intéresser à prévoir la maladie, à prévenir la maladie plutôt qu'à la guérir. Personnalisée, ça c'est un peu plus problématique parce que on a beau dire qu'on s'intéresse aux caractéristiques personnelles des patients, il reste que la médecine ne sera encore presque jamais complètement personnalisée. Surtout quand on parle de traitement, de médicaments, on ne peut pas concevoir d'un point de vue financier qu'un médicament soit personnalisé à une seule personne, à un seul profil. On peut adapter la dose, probablement, on peut la personnaliser, mais il y a des limites à la personnalisation et donc il faut faire attention avec ce mot-là. Et participatif, c'est encore l'idée du patient partenaire
de l'idée que le patient a peut-être un plus grand rôle à jouer dans cette médecine-là. Ça aussi, c'est les deux premiers P, je dirais que je les vois plus facilement que les deux derniers. Est-ce que le patient va vraiment avoir un rôle plus participatif? Pas forcément. S'il est simplement perçu comme une source de données et qu'ensuite, il n'a pas vraiment son mot à dire sur la façon dont les données sont utilisées pour personnaliser ou pour adapter le traitement et peut-être même des fois pour l'exclure de certains traitements, on pourrait décider que parce que son profil biologique et phénotypique semble ne pas indiquer qu'un médicament aurait des effets bénéfiques sur lui, on pourrait lui dire tout simplement, oui, un médicament pour le type de cancer que vous avez, mais vu votre profil, il n'est pas indiqué, donc on ne le rembourse pas pour vous. Donc on voit que, encore là, c'est un peu problématique avec la notion de participatif. Une autre façon de visualiser la médecine personnalisée, je vais aller rapidement là-dessus, simplement pour dire que les informations, il faut vraiment voir ça comme une médecine qui utilise de façon la plus créative possible toutes les sources d'informations à sa disposition sur le patient. Donc là, on voit le génome, l'histoire familiale, le suivi de santé, les problèmes de santé. On voit la notion familiale de l'information, communautaire, population. Donc, on partage aussi notre information à plusieurs niveaux et il faut aussi en être conscient. Et ça aussi, c'est très intéressant au niveau du consentement. Et encore là, peut-être que nos amis d'Afrique se retrouveront un petit peu dans cette perception beaucoup plus sociale du consentement, parce que là, on parle d'une information de santé qui n'est pas seulement pertinente pour un individu, mais qui est aussi importante pour sa famille, pour sa communauté et pour le groupe de population auquel il appartient. Donc, à ce moment-là, l'argument est assez fort pour dire, mais pourquoi est-ce qu'un consentement individualiste devrait être requis alors que c'est une information qui affecte beaucoup plus que l'individu? Et on voit aussi l'impact de l'environnement et des politiques publiques sur la médecine personnalisée. Il ne faut pas oublier quand même qu'on n'a rien inventé avec la médecine personnalisée. Il faut comprendre que plusieurs des concepts à la base de la médecine personnalisée étaient déjà des concepts qu'on connaissait déjà dans différents domaines de la médecine traditionnelle et des soins de santé personnalisés. Par exemple, j'ai lu récemment un article sur un type de médecine indienne qui s'appelle l'Ayurveda. Et là, on disait que malgré qu'il n'y avait pas de connaissance de la génétique, les praticiens de cette médecine traditionnelle reconnaissaient déjà la nature héréditaire des traits fondamentaux et aussi ils savaient que la constitution physique et le comportement unique des individus est héréditaire souvent et aussi que chaque personne, pour des fins de pratique médicale, pourrait être classifiée selon ses traits épidémiologiques, à sa pathogénèse individuelle et aussi regroupée en cohortes de population. Donc, on voit beaucoup de concepts, beaucoup de similitudes. Bon, on a même une critique de la médecine personnalisée qui vient de l'Ayurveda où on dit, bon, souvent on a tendance à classifier les gens pour la médecine personnalisée selon leur origine ethnique et c'est fait d'une façon qui des fois laisse à désirer. Est-ce qu'il y a d'utiliser d'autres façons de classifier les individus dans la médecine personnalisée qui seraient plus basées sur certains concepts justement de l'Ayurveda qui parlent non seulement de classifier les patients selon des caractéristiques héréditaires ou des caractéristiques populationnelles, mais aussi des caractéristiques, entre autres, psychologiques. Donc, il y a des choses intéressantes et il y a des rapprochements intéressants à faire avec la médecine traditionnelle. Évidemment, vous connaissez probablement certains de ces grands projets médicaux qui ont été lancés. Il y a eu des investissements énormes dans la médecine personnalisée au courant des dernières années.
le premier grand projet sur lequel les autres projets ont bâti dans ce domaine est probablement le projet du génome humain, qui a été complété en 2003. On sait que 2 groupes de chercheurs universitaires ont compétitionné pour séquencer le premier génome humain et finalement un groupe qui se finançait de façon privée, un groupe qui se finançait de façon publique et finalement les 2 groupes ont participé à l'élaboration de la première séquence en 2003. Donc ça a été un succès dans le sens où ça a été utilisé après dans beaucoup d'autres recherches. Ça a été un peu ce qu'on dirait en anglais les building blocks, donc les cubes à la base de la fondation de beaucoup de recherches en médecine de précision. Bon, j'ai parlé du regroupement en soins de santé personnalisés au Québec. Je vais passer à des plus gros projets cependant. Vous êtes probablement très familier avec H3 Africa, qui est un projet qui vise à justement établir la recherche à large échelle en génétique en Afrique sur des bases beaucoup plus solides. Le but étant de développer des infrastructures, des ressources, de la formation dans tous les domaines, que ce soit scientifique ou même éthique, et aussi vraiment de favoriser des projets qui sont nés en Afrique avec des chercheurs africains. Vous pourrez me dire ce que vous pensez de cette initiative-là, ça m'intéresse. On en est à 48 projets africains, je pense, présentement, des études génétiques, autant sur des maladies non transmissibles que sur des maladies transmissibles comme la tuberculose, par exemple. Ensuite, on parle de la Precision Medicine Initiative qui a été lancée par le président Barack Obama et aussi le plan France Médecine Génomique en 2025. Ce que c'est finalement, ce sont des interventions, ce sont des projets, mais vraiment qui sont initiés par le gouvernement pour propulser la médecine personnalisée, que ce soit aux États-Unis pour le Precision Medicine Initiative ou pour le plan France Médecine Génomique en France, des grands investissements de millions de dollars ou d'euros qui sont faits. Pourquoi? Pour, premièrement, s'assurer qu'on a la technologie des grands centres de séquençage, donc l'infrastructure est là, que les médecins sont entraînés de plus en plus. On veut pouvoir intégrer la médecine de précision et la médecine personnalisée au domaine clinique. L'idée est vraiment de se dire, ça fait des années qu'on est en recherche. Maintenant, on doit commencer à montrer, au point de vue clinique, ce que cette médecine personnalisée peut faire. Et donc, ces vont permettre d'établir à grande échelle une recherche en médecine personnalisée, mais avec aussi des aboutissants translationnels. Le cancer, entre autres, est un domaine qui est extrêmement ciblé par la médecine personnalisée. La médecine personnalisée, s'il fallait dire dans quel domaine pour l'instant, elle a eu le plus de succès, 3 domaines grosso modo. Le domaine du cancer, le domaine des maladies rares et orphelines et le domaine de la pharmacogénomique, c'est-à-dire les réponses des individus aux médicaments. Donc, du côté du Precision Medicine Initiative, on a décidé vraiment de mettre l'emphase sur le cancer. Ça ne sera pas la seule maladie ciblée, mais ça va être quand même là qu'on va concentrer nos énergies. Le plan France Médecine Génomique cible un peu plus de domaines. On parle du cancer, des maladies rares et aussi du diabète. Donc, on voit quand même, il ne faut pas non plus penser à ce stade-ci que la médecine personnalisée est une panacée. C'est encore assez limité dans son champ d'application. Il y a des domaines où il y a très peu de résultats et encore très peu de promesses cliniques. Donc, est-ce que la médecine personnalisée va fonctionner seulement dans certains domaines très ciblés ou est-ce que ça va avoir une application beaucoup plus large? C'est quelque chose qui reste à voir. Et donc,
comment dire, les objectifs et les réalisations que cette médecine personnalisée pourra rendre possible sont encore en grande partie indéterminés. Maintenant, revenons à notre notion de consentement, maintenant qu'on a passé quand même à travers une introduction à la médecine personnalisée, et voyons un peu pourquoi est-ce qu'on pense que le consentement pourrait être mis au défi par cette médecine personnalisée. Bon, tout d'abord, il faut comprendre que le consentement, il y avait des problèmes déjà depuis un certain temps avec cette notion de consentement. Premièrement, quand on parle de consentement, on parle de quoi finalement? Est-ce qu'on parle d'un acte qui consiste à demander à un patient ou un participant à la recherche la permission de faire une intervention sur cette personne? Ou est-ce qu'on parle plutôt d'une signature en bas d'un formulaire? Est-ce que c'est l'acte de signer un formulaire? Probablement pas, mais pourtant, c'est devenu en grande partie en quoi consiste le consentement, de la façon dont nous l'appliquons en Europe et en Amérique du Nord. Un gros problème étant justement l'acte d'expliquer, l'acte de discuter avec le patient, avec la personne est certaines fois complètement écarté parce qu'on va penser, bon, l'information est sur le formulaire, lisez le formulaire, si vous avez des questions, posez-nous les questions. Et là, on va assumer que si on ne nous pose pas de questions et qu'on signe le formulaire, on a obtenu un consentement. C'est une façon très questionnable de comprendre la notion de consentement. Ensuite, on parle de la complexification de cette information. L'information, je vais vous donner un exemple. Au Canada, on aime bien battre des records à ces niveaux-là. Nos formulaires de consentement pour les essais cliniques au Canada, je pense qu'on rejoint les États-Unis puis on les passe même peut-être, mais ils peuvent faire jusqu'à 60-70 pages, un formulaire de consentement pour un essai clinique. Est-ce qu'on peut penser sérieusement qu'un patient qui est atteint d'une pathologie sérieuse a envie de lire un formulaire de consentement de 60 ou 70 pages pour avoir le droit de bénéficier d'un médicament dont il a besoin parce qu'il n'y a plus d'autres options à ce stade-ci? Probablement pas. On a, par exemple, à l'opposé, en France, où là, on a décidé que justement, on voulait garder les choses très simples pour que les patients puissent les lire, mais là, on a le problème inverse, où on a des formulaires de consentement d'une demi-page, et où là, on peut se poser la question, oui, mais comment est-ce que le consentement peut être vraiment éclairé vu la complexité de l'intervention, alors que le formulaire ne fait que quelques lignes? Donc, on a beaucoup de mal à trouver vraiment la bonne façon d'expliquer cette information. Et avec la médecine personnalisée, ça va devenir encore plus complexe. Pourquoi? Parce que la façon de faire de la recherche en médecine personnalisée, c'est d'ajouter des sous-études très souvent à des études cliniques. C'est-à-dire, on va faire une étude clinique sur un médicament et on va dire, en plus de l'étude clinique, on aimerait ça prélever un échantillon sanguin pour pouvoir le séquencer, pour pouvoir créer une biobanque, pour pouvoir faire d'autres recherches avec la biobanque. Ou encore, pour faire des sous-études sur la façon dont vous allez réagir face à différents types de médicaments d'après votre profil génétique. Donc, on voit qu'on ajoute des études par-dessus des études. Des fois, on va le faire par le biais d'un formulaire complémentaire. Donc, la personne se trouve à avoir deux formulaires à lire. Parfois, on va essayer d'intégrer plus ou moins bien les deux études dans un seul formulaire, avec toutes sortes de rappels, avec les pharmacies, les compagnies pharmaceutiques qui rentrent dans le tableau et qui exigent de plus en plus que le formulaire de consentement serve aussi à les dans le formulaire de consentement qui sont peu pertinentes pour l'information du patient, mais qui sont pertinentes pour la protection des compagnies pharmaceutiques. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est, on a parlé
de la complexité des concepts. Fait que je ne reviendrai pas à cette idée, mais oui, il faut vraiment comprendre que la nature prédictive, familiale, complexe de l'information génétique, elle est très difficile à expliquer. Le patient a toujours du mal à rationaliser quand on parle de probabilité. On a toujours tendance à soit voir les pires probabilités ou les scénarios les plus chanceux. On a beaucoup de mal à se faire une idée nuancée quand on se fait communiquer des probabilités. Un autre gros problème aussi avec la médecine personnalisée, c'est qu'on arrive maintenant à un carrefour où on voit la distinction entre ce qui est un soin et ce qui est de la recherche commence à s'estomper de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à un endroit où de plus en plus le soin va pouvoir être influencé directement par les données de recherche et directement influencé par des données médicales prélevées dans le cadre de soins. Et tout ça est une bonne chose. D'un point de vue purement scientifique et médical, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que pour nous, les juristes, on aime vivre des fois avec des simplifications, des concepts qui nous permettent de mettre les choses dans les boîtes, de les classer pour en développer des éthiques publiques appropriées. Et c'était une distinction facile de faire une distinction traitement et recherche jusqu'à la fin du 20e siècle. Pourquoi? Parce que la recherche était beaucoup plus hypothétique, beaucoup plus, on voyait peu de bénéfices au projet de recherche, des risques, oui, tandis que le traitement avait comme objectif central le mieux-être du patient. La recherche avait comme objectif central d'obtenir des données généralisables pour améliorer les soins. Donc, on voit que les objectifs étaient très différents. Et, en conséquence, au niveau du consentement, on était beaucoup plus exigeant en recherche qu'on l'était dans le cadre des soins. Pourquoi? Parce qu'on se disait, en recherche, le patient a peu de chances de bénéficier de l'intervention. Donc, il doit vraiment être mis au courant de tous les risques. Tandis qu'en soins, on voyait que le ratio risque-bénéfice était beaucoup plus neutre ou à l'avantage du patient, et donc, on permettait des fois aux médecins de ne pas tout divulguer. On demandait une divulgation qui répondrait aux attentes d'un patient raisonnable. Et donc, cet estompement de la distinction traitement et recherche est très intéressant d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue du consentement, elle pose de sérieuses questions parce que quels standards on applique à ces projets de recherche qui sont à la fois partie du domaine de la santé et du domaine de la recherche. Bon, il y a aussi, évidemment, on en a un tout petit peu parlé quand on a parlé du fait que l'information génétique était une information qui avait une nature non seulement individuelle, mais qui était pertinente pour les membres de la famille, pour les membres du groupe, pour les membres de la plus grande communauté. À ce moment-là, est-ce que l'instrument adéquat est le consentement individuel? Ou est-ce que ça devrait être le seul consentement qu'on obtient? Ou est-ce qu'on devrait aussi obtenir des consentements à des valeurs plus larges, plus sociales? On sait que, justement, dans certains pays, en Afrique entre autres, nous aussi, dans le cadre de recherche avec les Premières Nations au Canada, on parle souvent du besoin de consulter des chefs locaux. Est-ce que ça aussi, est-ce que ça ne devrait être pas vu plus comme une nécessité que comme un besoin, comme quelque chose de facultatif? Qui est-ce qu'on devrait consulter? De qui on devrait obtenir ce consentement social? Est-ce que les leaders locaux sont les personnes appropriées? Est-ce qu'il y a des personnes mieux appropriées? Bon, des fois, ça peut être le doyen d'une communauté ou de la famille, les grands-parents. Il y a toutes sortes de suggestions probablement qui pourraient nous venir de différents milieux culturels. Comment répondre à cette nature plus sociale de la recherche qui se fait de nos jours?
quand on fait donc de la recherche, juste pour donner une bonne illustration, avec une banque de données, je décide, moi, Yann Joly, de participer à un projet de banque de données au Québec et de donner mon ADN. Pourquoi est-ce que le consentement à l'échelle individuelle pourrait ne pas être suffisant? Bien, parce que tout simplement, dans mon ADN, il y a des indications non seulement pertinentes pour mon état de santé à moi, mais qui peuvent être pertinentes pour l'état de santé de ma sœur, de mes parents, et je suis d'origine française européenne, donc qui pourrait aussi avoir une signification pour ce groupe de la population. Donc, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas leur mot à dire avant que je décide de partager cette information? C'est sûr que le contre-argument est de dire oui, mais l'information, c'est quand même moi qui la partage, donc je devrais aussi avoir mon mot à dire. C'est un dilemme intéressant. Finalement, cette nature donc partagée de l'information génétique amène aussi des risques de problèmes aussi qui pourraient affecter toute une famille. Pas seulement quand je parle de problèmes de maladie, mais on a des enjeux, par exemple, liés à la discrimination basée sur l'information médicale. Par exemple, de savoir que vous êtes susceptible, et même plus que susceptible, si vous avez le gène, par exemple, associé à la maladie de Huntington, on sait que c'est une maladie monogénique, dominante, et c'est une maladie mortelle. Donc, vous allez développer la maladie et malheureusement, vous allez probablement en mourir. On ne sait pas à quel âge exact vous allez commencer à la développer, commencer à démontrer des symptômes. On ne sait pas avec quelle rapidité la maladie va progresser, mais on sait quand même beaucoup de choses. On sait que vous l'aurez, à moins de mourir plus tôt de quelque chose d'autre. Tout ça est amplifié par ce besoin dont on a parlé plus tôt, maintenant de collecter des données massives dans le cadre de la recherche pour améliorer justement les performances de recherche, pour aussi alimenter l'intelligence artificielle. On sait qu'en informatique, le mot-clé de nos jours, c'est l'intelligence artificielle, les systèmes apprenants. On veut donc pouvoir faire des choses, automatiser beaucoup de processus en santé, que ce soit au niveau de la recherche, au niveau de la prédiction du risque médical et même des fois au niveau des suggestions de traitement. Et pour faire ça, on doit apprendre à nos ordinateurs à faire ces recommandations, à faire ces réflexions. Et pour leur apprendre, ben, il faut une vaste quantité de données. Et plus on donne, plus on fait circuler ces données sur l'Internet, sur le nuage informatique même, plus on a des chances qu'il se passe à un moment donné dans la chaîne un bris de confidentialité. Et donc, encore là, comment expliquer ça dans le terme du consentement? Comment expliquer à quelqu'un dans un formulaire de consentement que finalement l'information, l'échantillon sanguin qu'il donne, là, il va être séquencé et que cette séquence génétique va être partagée peut-être partout dans le monde, pas pour un seul projet de recherche, mais qu'elle va être mise sur une banque de données qui pourrait être utilisée par des chercheurs de partout dans le monde qui vont travailler autant sur des maladies neurodégénératives que sur des cancers, que sur de la recherche génétique qui n'a peut-être rien à faire avec les soins complexes. Parlons justement des biobanques un petit peu. Les biobanques, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des infrastructures de recherche moderne. On parle vraiment d'infrastructures. Les grandes biobanques, maintenant, peuvent avoir plusieurs centaines de milliers de profils génétiques. Et les biobanques peuvent servir à plusieurs choses. Il y a des biobanques qui sont créées pour des objectifs médicaux, et il y a des biobanques même qui sont créées par les services policiers des différents pays. Nous, au Canada, on a une biobanque qui est maintenue par la Gendarmerie royale du Canada et qui contient plusieurs centaines de milliers de profils génétiques d'individus qui ont été trouvés coupables de crimes ou qui sont soupçonnés de crimes très importants. Et si jamais on trouve des échantillons sur les scènes de crimes, on peut de cette façon
essayer de retrouver les individus. Donc, juste un exemple pour dire les biobanques, c'est pas seulement en santé, et même en santé, ça peut servir à plusieurs choses. Initialement, à la recherche sur une seule maladie. Finalement, au début, c'était des gros frigidaires. Hein? On gardait les échantillons dans un frigidaire, dans un congélateur à l'hôpital, où on avait quelques centaines de données, d'échantillons sanguins. Et c'était pour des recherches très spécifiques. Le chercheur, s'intéressait aux maladies cardiaques. Là, il gardait ça dans son congélateur pour ses recherches sur les maladies cardiaques. Maintenant, on est dans un contexte très différent. Biobanque beaucoup plus grande, comme je vous ai dit, des centaines de milliers de profils, et ça peut servir à toutes sortes de recherches. Donc, on n'aime pas s'arrêter sur un seul type de recherche. Pourquoi? Ben, c'est une simple question d'efficience. Ça coûte très cher bâtir une infrastructure comme une biobanque. Donc, si on dit la biobanque va seulement être utilisée pour les maladies cardiaques et dans 10 ans, on va détruire tous les échantillons, ben, à ce moment-là, on a investi une somme faramineuse d'argent et dans quelques années, ça ne servira plus à rien. Donc, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que l'investissement en vaut vraiment la chandelle? Et entre ces deux extrêmes de banque de données, de biobanques, il y a toutes sortes de biobanques qui, des fois, vont servir sans être complètement ouverts à tout le monde, mais à une catégorie de maladies, à de la recherche sur une catégorie de maladies. On a les biobanques privées des compagnies pharmaceutiques qui sont extrêmement volumineuses, mais on sait que les compagnies pharmaceutiques croient au secret commercial, donc c'est des biobanques qui restent secrètes. On ne partage pas leur contenu à l'extérieur de la compagnie et des collaborateurs de la compagnie. Bon, on sait aussi qu'il y a ce phénomène de ce qu'on appelait la biopiraterie, mais surtout dans le domaine de la recherche avec, je dirais, du matériel génétique non humain. Donc, surtout au niveau de la flore et de la faune, on a vu des instances, surtout au début des années 80, où des chercheurs très enthousiastes et plus ou moins éthiques ont décidé d'aller dans certains pays en développement, faire des projets de recherche, prélever des échantillons, et ils sont repartis chez eux, ils ont développé leurs médicaments, on ne les a plus jamais revus dans les pays dans lesquels ils ont été faire leurs recherches. C'est surtout, je dirais, la question de... les gens se sont sentis un petit peu utilisés. Dans le cas où c'était des échantillons humains, on ne s'attendait pas forcément à avoir des millions de dollars, mais on s'attendait au moins à avoir des nouvelles du projet de recherche. On s'attendait à avoir des remerciements tout simple du chercheur, à pouvoir suivre un peu les recherches peut-être sur un site Internet. Donc, on s'est senti laissé de côté. Et pour moi, la question que ça pose aussi, cette fameuse question de la piraterie, on voit que le consentement n'a pas réglé le problème, n'a pas réussi à protéger les gens des pays en développement contre la biopiraterie. En fait, dans le domaine non humain, peut-être êtes-vous familier avec la Convention sur la biodiversité, qui est une convention qui exige maintenant pour les pays qui l'ont signée et ratifiée, ce qui comprend malheureusement pas les États-Unis et le Canada, les pays qui l'ont signé et ratifié doivent signer un accord de partage des bénéfices avec un pays, avec le gouvernement d'un pays, avant de pouvoir faire de la recherche en génétique. Encore là, ça ne s'applique pas à l'humain, ça s'applique aux animaux et aux plantes. Et il reste que c'est un modèle intéressant. Et pourquoi on a vu ce modèle-là? Parce que le modèle du consentement ne semblait pas suffisant pour prévenir la biopiraterie. Donc, je vais finir ma présentation avec quelques modèles de consentement en émergence. Je pense que j'ai réussi, ou j'espère avoir réussi à vous démontrer que le consentement a de sérieuses limites.
Le consentement est malade présentement dans le domaine de la santé et dans le domaine de la recherche. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les avenues pour le futur? Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se discute? On parle beaucoup du consentement ouvert dans la recherche en génétique. C'est une notion assez controversée. Pourquoi est-ce que c'est une notion controversée? Parce que finalement, ce qu'on dit, on dit, écoutez, on vit à un siècle où protéger des données génétiques, c'est impossible. L'information circule trop, il y a trop d'intérêts commerciaux, on ne sait pas à quoi vont servir les données, donc le consentement est inutile. À ce moment-là, soyons transparents avec les gens. Disons-leur d'avance, si vous voulez participer au projet, et c'est votre choix, eh bien, considérez que vous le faites à vos risques, vous nous donnez votre information, et on en fait finalement ce qu'on en veut. C'est un chèque en blanc. On dit aux chercheurs, vous pouvez mettre mon information génétique disponible à tout le monde. Le seul engagement du chercheur, donc, est un engagement de disséminer l'information, de la rendre disponible, et donc de promouvoir la recherche de cette façon. C'est ça son engagement. Mais au niveau du consentement informé, c'est pas très informé. C'est informé que ça ne sera pas informé. C'est une façon de le concevoir. Ensuite, on a essayé de trouver un point milieu un peu où, sans parler d'un consentement complètement ouvert, on constate que, bon, on ne peut pas continuer avec le genre de consentement très spécifique, informé qu'on avait traditionnellement, où on donne toutes les informations sur tous les risques, sur tous les types de recherche, sur toutes les maladies. C'est trop compliqué, c'est pas faisable dans un contexte de recherche sur les biobanques. Un risque à la vie privée, c'est pas un risque aussi important qu'un risque, par exemple, d'une recherche chirurgicale ou d'un essai clinique, où il y a des risques physiques très importants pour la personne. C'est pas comparable, selon les tenants de cette approche-là. Et donc, on va permettre ce qu'on appelle le consentement ouvert. Qu'est-ce que c'est le consentement ouvert? C'est un consentement qui donne une grande marge de discrétion aux chercheurs. Et donc, on va dire, la banque de données, par exemple, pour laquelle on collecte un échantillon, va être utilisée pour toute une gamme de recherche médicale. On va dire un peu, on va donner une direction. On va dire, par exemple, dans 20 ans, on va détruire les données. Ou on va donner une indication des maladies. On va dire, ça sera seulement pour de la recherche médicale, pas pour de la recherche, par exemple, par des assureurs ou par des autorités gouvernementales. Donc, on donne une large idée de ce que le projet, en quoi consiste le projet. On décrit aussi l'infrastructure avec autant de soucis qu'on peut, parce qu'on veut expliquer comment on va protéger la confidentialité et la vie privée des gens. Donc, ça aussi, ça fait partie du processus. Consentement dynamique, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est une façon complexe de dire, on va se servir des ordinateurs, on va se servir de l'Internet et on va donner la possibilité aux gens de faire un consentement qui va justement aller au-delà du formulaire papier. On va permettre aux gens, grâce à l'ordinateur, de non seulement consentir initialement à un projet, mais on va les informer avec le déroulement du projet, on va leur proposer de nouvelles recherches, tout ça sur ordinateur, on va leur donner la chance de reconsentir à de nouvelles utilisations, à de nouvelles modalités de recherche, etc. C'est ça l'idée sur le consentement dynamique. C'est une belle idée. Le problème, par exemple, c'est un problème d'implémentation. C'est qu'à partir du moment donné où on laisse aux gens énormément d'options et de choix quant à l'utilisation qui va être faite de leur information pour la recherche, il faut qu'il y ait des chercheurs qui soient prêts à gérer tous ces choix, à gérer tous ces scénarios. Et on sait que la recherche, le financement est difficile à trouver et plus c'est compliqué de faire de la recherche, plus on va devoir adapter la recherche à différents groupes de patients, de population, plus ça va coûter cher. Donc, c'est pas évident à implémenter, même si ça semble être une excellente idée.
Aussi, un moyen qui a été assez populaire, je dirais, il y a 10-15 ans, qu'il est beaucoup moins maintenant, ben, on s'est dit, OK, pourquoi ne pas simplement anonymiser l'information? C'est-à-dire qu'on va enlever toute information nominative, le nom des personnes, les informations trop précises au niveau clinique, on va les enlever. Toute information démographique, on va les enlever. Comme ça, l'information va être anonymisée. On ne saura pas à qui elle appartient. Et là, il y avait des lois aux États-Unis, entre autres, qui disaient, bien, si l'information est anonyme, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de chercher un consentement, vous n'avez plus besoin d'obtenir une approbation éthique. Très bien. Donc, ça peut avoir un certain intérêt. Le problème, c'est que, encore là, point de vue respect de l'autonomie, c'est pas terrible, mais aussi, d'un point de vue scientifique, on peut faire beaucoup moins de choses avec une information anonymisée qu'on peut en faire avec une information riche comme on aime l'avoir, avec toutes sortes de données cliniques, phénotypiques, génétiques, etc. Donc, en anonymisant, on rendait les données beaucoup moins intéressantes. Un concept très intéressant maintenant aussi, c'est le concept de l'autonomie relationnelle. C'est un concept qui a été mis de l'avant récemment. Ce que ce concept dit, en gros, c'est que le consentement individuel, tel qu'on le concevait traditionnellement, est une illusion. Parce que les gens ne prennent jamais une décision aussi importante qu'une décision de santé de façon totalement autonome. Tout le monde a un réseau autour de lui de proches et d'amis qui vont influencer ses décisions. Donc, le consentement, c'est pas vrai que c'est un consentement individuel. C'est un consentement qui va dépendre de toutes sortes de relations qui se sont bâties autour de la personne qui consent. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre ça en compte pour justement y aller avec une façon justement où on prendrait ces réseaux, cette approche des réseaux dans le consentement. Et c'est un peu là qu'on en est dans la réflexion, dans le sens où, oui, l'autonomie relationnelle, c'est très intéressant comme concept. Maintenant, comment est-ce qu'on implémente ça au niveau du consentement? Il n'y a encore pas vraiment de façon qui a convaincu la majorité des experts dans le domaine. Donc, on est encore à chercher des moyens d'implémenter ce concept d'autonomie relationnelle qui est cependant très prometteur. Je vous avais dit que j'allais bientôt terminer. Donc, je vous dirais que ma conclusion, c'est qu'on est à un nouveau siècle. Hein? On est au 21e siècle maintenant. On est arrivé au niveau de la recherche et des soins, vraiment un nouveau paradigme. Pas seulement à cause de la médecine personnalisée, mais à cause aussi de l'intelligence artificielle, à cause de la cybernétique, de la génomique. La recherche et la médecine sont en train de se transformer. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette opportunité qui est la transformation de la pratique médicale et la transformation de la recherche médicale pour améliorer le processus de consentement qui n'a jamais été en pleine santé, mais qui se porte plus mal que jamais. Et donc, avant de pénétrer dans la lumière de ce nouveau siècle, avant de pénétrer pleinement dans la lumière, est-ce qu'on peut réfléchir justement ensemble à la façon d'améliorer les processus de consentement pour leur donner un sens et pour justement que ce processus de consentement soit réellement au service du patient. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Yann pour cette conférence extrêmement riche, extrêmement nourrie. Si vous permettez, je ferai peut-être deux remarques qui vont peut-être ouvrir la discussion. Je sais que Yann va devoir quitter dans quelques minutes, mais je voudrais juste ramener la discussion, si vous permettez, sur deux choses. Yann, dans ta présentation, te fait ressortir deux concepts. Le premier concept, c'est que recherche et soins, ça devient de plus en plus indissociable. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et je pense que ça donne une nouvelle vision
que ce soit au formulaire de consentement, que ce soit à la pratique médicale, à la pratique de la recherche. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais venir. Et mon deuxième point, c'est sur la question de l'anonymat. Pour moi, je crois, et tu me diras si je me trompe, et vous me direz si je me trompe, à partir du moment où l'anonymat personnel est disparu, que l'anonymat est désindividualisé, qu'on soit capable, par exemple, dans une gigantesque base de données, de dire que, par exemple, l'obésité des femmes canadiennes est différente de l'obésité des femmes françaises, qui est différente de l'obésité des femmes malaises, ça peut juste être bien. On n'a pas besoin d'aller très loin dans la forme anonyme du formulaire de consentement. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je ne me trompe pas? Oui et non. C'est-à-dire que vous ne vous trompez pas dans le sens où, ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, l'individu se perd dans le groupe. Le problème, malheureusement, c'est que si on regarde notre historique, on n'a malheureusement pas une très belle histoire au niveau des civilisations, au niveau de tous les contextes, des concepts d'eugénisme et de racisme. Et on a vu encore récemment que malheureusement, des fois, l'information génétique, entre autres, et l'information médicale pouvaient être pris à partie non seulement au niveau des individus, mais justement au niveau des groupes pour dire « Ah, ben voyez-vous, c'est montré génétiquement, tel groupe de la population est moins intelligent qu'un autre. » Et ça peut être très dommageable comme conclusion. C'est sûr qu'il y a un travail à faire de la part des scientifiques pour détruire ces mythes-là, parce que c'est des mythes, mais il reste que c'est ça le danger. Le danger, c'est un danger de stigmatisation et d'oppression de certains groupes de la population avec des conclusions qui seraient mal interprétées. D'accord. Est-ce que nos amis qui ont assisté ont des questions, ont des commentaires pour Yann? La parole est à vous. Je vais devoir y aller, Yves, mais ce que je propose, par exemple, si les gens ont besoin, ont envie de me poser des questions, ça me fait plaisir d'y répondre par Internet. Si vous m'envoyez un message ou de toutes les façons que vous jugez pourrait se faire, ça me fera grand plaisir d'y répondre. OK. À ce moment-là, ce qu'Étienne et moi, nous allons faire, nous allons, à partir de la liste complète que nous avons, si tu permets, Yann, on va mettre ton courriel disponible. Parfait, avec grand plaisir. Je remercie encore tout le monde d'avoir pris le temps de m'écouter et vous deux pour avoir organisé ça, Yves et Étienne. Donc, merci beaucoup. Hein? OK, donc Yann, je te dis bonjour et je te remercie. Et je remercie les gens de Conakry, les gens de Madagascar, la dame au Sénégal, Étienne à Paris et nos amis de Kinshasa pour avoir assisté à cette conférence. Et Étienne, tu as compris, on va donner le courriel de Yann aux gens. On peut peut-être se limiter, non, je partais pour dire, on pourrait se limiter aux gens qui ont assisté, mais ça va être difficile de le faire. Il ne faudrait juste pas que Yann soit inondé de courriels. Oui. Yves, je vois que à Tananarive, il y a beaucoup de monde. Il y a énormément de gens. Hein, bravo Tana, c'est super que vous soyez aussi nombreux. Il y a Conakry, je ne sais plus quelle salle. Vous pouvez lever la main, Conakry. Conakry, c'est ça. Oui, exactement. Ils sont nombreux aussi. Bravo. Oui. Dakar, la dame est seule. Il y a Dakar et puis Kinshasa. Et Kinshasa, oui. C'est bien. Ce qu'on peut faire, Étienne, c'est qu'on peut demander aux gens qui sont présents de rassembler leurs questions et on pourrait, par exemple, identifier une personne par salle qui enverrait ses questions. On pourrait me les envoyer à moi. Je les transmettrai à Yann. Et Yann va retransmettre les réponses à la personne qui aura envoyé. Ça pourrait être une façon de faire. Oui,
Voilà la question que je voudrais poser à Yann, mais je la pose aussi à tout le monde parce que c'est une question qu'on se pose tous. Je retiens la conclusion de Yann. Il disait que la recherche et par conséquence le soin est en train de c'est en train de se transformer à l'heure actuelle avec le génomique, avec l'intelligence artificielle, avec la médecine personnelle, etc. Tout ce qui tourne autour de ça. Or, avec Yves, c'est une de nos grosses préoccupations et on est persuadé que c'est un combat que l'on doit mener ensemble parce qu'il y a déjà des domaines où les choses vont très vite. Les choses vont très vite et notamment en Afrique où il y a des développements dans ce domaine qui sont extrêmement rapides. Que ce soit en Afrique de l'Est ou en Afrique de l'Ouest. Et je crois qu'il ne faut pas perdre ça de vue. L'exemple que je cite toujours, ça n'a rien à voir avec la recherche, c'est le téléphone. En Afrique, vous n'avez pas attendu d'avoir des lignes téléphoniques pour appeler, et c'est aujourd'hui le pays qui a le plus de téléphones mobiles par habitant. Donc, je crois qu'il y a de nouveaux modèles à trouver pour la recherche, pour la communication autour de la recherche et du soin. Et ça, je crois que c'est vraiment une idée qu'il faut que vous ayez tous à l'esprit, parce qu'on fait partie de la même communauté, on est attaché aux mêmes valeurs, et Yves qui va reprendre le comité scientifique de la CIDMEF, c'est vraiment une question aussi, je sais que ça te préoccupe au plus haut point. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, écoutez, pour toute suggestion, pour tout commentaire, pour tout ce qui peut alimenter ce sujet des soins personnalisés sous n'importe quelle forme qui vous semble importante et intéressante, vous pouvez nous la communiquer et avec ces informations-là, on va tenter. Je tiens à rappeler aux gens qu'en mai prochain, à Libreville, va se tenir un petit colloque qui va être organisé par un sous-groupe dont Étienne et moi nous faisons partie et dont le thème central est la médecine personnalisée, mais la médecine personnalisée avec un point. Ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé de cibler des grands problèmes de santé africains, qui sont des grandes questions de santé pour nos amis africains. Et ces grands thèmes-là, nous allons les aborder d'un point de vue transversal, c'est-à-dire tant par la formation, tant par les soins, donc la pharmacogénomique, mais aussi par la formation des formateurs. Comment doit-on enseigner ça dans nos facultés de médecine? Après ça, ces questions-là de médecine précision, etc., Yann ne l'a pas abordé, mais il y a toute la question du genre dans ça. Le médicament pour la femme, pour l'homme, dans telle condition, sous tel environnement, etc. Donc, ces questions-là vont être abordées par le colloque. Et je vous invite, de toute façon, vous allez être mis au courant via la liste à un certain moment donné. Toute l'information va vous parvenir. Mais tout ce qui peut vous intéresser, nous intéresse. Et donc, vous n'avez qu'à communiquer avec nous et puis on va faire notre possible ensemble. Oui, oui, tout à fait, Yves. J'ajouterai simplement que n'hésitez pas à poser vos questions. Ne vous dites jamais, oh, c'est trop simple, j'ai pas tout compris, rien. Les questions, vous savez, on est tous à des niveaux différents de compréhension, d'avancée, etc. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, même si elles vous paraissent simples, et a fortiori si elles vous paraissent simples, car ce sont généralement les meilleures. Pour terminer, je voudrais dire que la prochaine réunion, c'est le 6 décembre, c'est-à-dire dans 3 semaines, où on aura encore une conférence génomique avec une tout à fait remarquable, c'est Madame Lopez Correa, qui est une femme d'origine colombienne et qui dirige le centre de Génome Canada en Colombie-Britannique, à Vancouver, et qui fera un exposé sur la révolution génomique de la médecine personnalisée. Vous voyez que vous avez parlé de génomique et de médecine personnalisée. Ce sera le dernier exposé là-dessus.
parce que le 20 décembre, on va revenir sur des choses beaucoup plus pneumologiques. Ce sera le professeur Chantal Rahérisson, qui est d'origine malgache. Nous avons retenu le nom, qui est professeur de pneumologie. Bon, il faut expliquer pour la santé respiratoire des femmes. En tant que professeur de pneumologie et femme, elle est très attachée à ce sujet. Voilà, écoutez, merci à tous. Merci Yves, tu veux dire un petit mot pour terminer? Oui, ben, je remercie tous ceux qui sont là. Vous avez été très nombreux. Et encore une fois, rassemblez vos questions, envoyez-les moi. Tout le monde, vous avez tous mon courriel. Donc, envoyez-moi vos questions. Je vais les transmettre à Yann. Et Yann va retransmettre les réponses à ceux et celles qui auront envoyé les questions. Donc, merci à tous. Et puis, pour ceux qu'on ne reverra pas, ben, je vous souhaite une belle période de fête.